On repart les amis, on repart avec Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre Petit, il m'a apporté The Economist. Voilà, est-ce qu'on peut la couverture de The Economist. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu nous amènes The Economist? Et il me dit, c'est un événement. Alors vas-y, dis-moi. Donc, pour ceux qui nous écoutent en podcast à la radio, The Roaring Twenties. Absolument. Alors, les années 20 bondissantes, voilà. Bondissantes, les années folles, il y a un peu tout ce que tu veux, hein, voilà. Il y a une sorte, enfin il y a une fusée qui décolle, quoi, pour donner une impression que on va s'éclater. Voilà, exactement. Que l'innovation arrive, qu'elle va nous surprendre, qu'elle va générer des gains de productivité, de la forte croissance. Voilà, c'est devant nous. Pourquoi c'est un événement que The Economist? The Economist est un journal très lu dans le monde. Et il a la réputation d'être un bon journal sur le fond, ça, il n'y a pas de doute, mais d'arriver souvent en retard, si tu veux. Je te rappelle qu'au début 99, quand le prix du baril tangentait les 5 ou 6, il t'annonçait le prix du baril à 0, enfin, qui n'allait plus rien coûter. En général, il arrive un petit peu après la bataille. Il raconte le consensus. Il fait son job, finalement. Voilà. Il fait son job d'information économique. Absolument. Qui est quand même d'être aligné sur le consensus. Enfin, consensus. Ça dépend. Oui, on peut dire ça. Disons que c'est un économiste un peu standard. C'est pas un économiste de marché. Parce qu'un économiste de marché, lui, doit faire gaffe aux évolutions de marché. Voilà. Donc, quand il annonce les Roaring Twenties, moi, ça m'interpelle. Parce que, d'ailleurs, quand tu regardes dedans, ce qui est de nature à justifier un éventuel cycle de productivité et d'innovation, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ils te disent quoi? Ils te disent la technologie ARN messager nous a beaucoup surpris. Comme ça, on a pu vacciner les gens beaucoup plus rapidement. Et puis, ils te racontent la numérisation des économies grâce à la crise sanitaire. C'est à peu près tout ce qu'il y a comme argument. C'est un peu léger, hein, quand même, pour annoncer un cycle d'innovation, de productivité qui va nous surprendre sur le plan du dynamisme, sur le plan de la croissance économique, etc. Mais les Roaring Twenties, c'était les années 20 où il y avait énormément d'optimisme. C'était leur 30 glorieuses à eux, sauf que ça durait 8-9 ans. Tu avais le cycle de l'automobile, de l'électricité. Là, tu parles de 1920. Oui, voilà. Mais parce que là, on est des années 1920, là, 100 ans après, parce qu'à l'époque, effectivement, c'était extraordinaire. Le cinéma, la téléphonie, et même un certain nombre de produits d'électroménager aux États-Unis. Donc les gens le voyaient, le progrès, hein, tu vois. Le voyaient. Et puis il y avait des gains de productivité par le taylorisme, l'urbanisation. Tu avais vraiment une bulle d'optimisme, et ça a débouché sur la bulle boursière, parce que les gens commençaient à délirer, hein, surtout vers la fin, 1928, 1929. Et là, je trouve que c'est un signe d'un regain d'optimisme qu'on retrouve un petit peu dans les valeurs de la tech, etc. Attends, on va aller dans les valeurs ensuite, mais pourquoi est-ce que tu dis que c'est fondamental? Il y a le débat ça fait partie des... Le débat de tous les débats, en fait, aujourd'hui en économie, en macroéconomie, c'est justement autour de la productivité. En gros, quand tu regardes les statistiques, il n'y a plus nulle part de gain de productivité. D'accord, c'est ça, hein, Jean-Pierre. Ce qui amène... Non, mais après, je vais te laisser justement expliquer tout ça. Ce qui amène, c'est ce fameux concept de stagnation séculaire, ce fameux concept de dire, des images, il y en a plein, hein, mais moi j'aime bien celle. Alors, comment s'appelait ce jeu? Angry Birds. Voilà. On a dans notre poche des téléphones portables qui ont la puissance des ordinateurs qui ont envoyé les hommes sur la Lune, sauf qu'on s'en sert pour envoyer des cochons sur des maisons. Enfin voilà, c'était... Il n'y a pas dans ce potentiel technologique, finalement, l'application de création de richesse qui permettrait d'enclencher un nouveau cycle de croissance. Donc ça veut dire que ce qui était quand même, alors pour le coup, le consensus, enfin moi je l'ai lu partout. Derrière, tu expliques pourquoi il n'y a pas de crainte d'inflation. Derrière, tu expliques pourquoi les taux d'intérêt resteront durablement bas. Enfin voilà. C'est notre monde, et c'est un monde stagnant, durablement stagnant. Ça veut dire que c'est cette page-là qu'on tourne à travers cette une, Jean-Pierre? Oui, je pense qu'il y a un changement. Il y a un changement par rapport justement chez un certain nombre d'investisseurs et de décideurs, je pense, plus aux États-Unis qu'en Europe. Parce que pour être très optimiste en Europe continentale, c'est quand même un petit peu difficile. Ah ça, le jour où toi, tu seras optimiste sur l'Europe, là, alors pour le coup, on pourra brûler un cierge. Absolument. Voilà. Mais jusqu'à présent, décennie après décennie... Bon, non, mais revenons sur l'histoire. Voilà. Donc ça veut dire qu'à un moment, oui, cette technologie incroyable qui nous entoure, elle a bien un potentiel de gain de productivité. Oui. Et peut-être que simplement ce sont les statistiques et notre appareil statistique qui est aujourd'hui incapable de le mesurer. Ça, je pense aussi, hein, parce que de toute façon, ex ante, c'est-à-dire au moment où ça se passe, c'est très difficile de mesurer les gains de productivité issus de l'innovation technologique. Pour toute une série
de raisons qu'on n'a peut-être pas, qui serait peut-être pas bien de décrire ici, mais il faut bien partager les volumes et les valeurs, parce que si tu veux, même sur des produits simples comme la voiture, il y a 30 ans, la voiture, elle n'a pas la même technologie qu'aujourd'hui. Je ne parle même pas de l'informatique, du hardware, du software, etc. Donc c'est très difficile à mesurer la productivité. Par exemple, pour les années 20, tu sais, 21-29, les gains de productivité annuels, tu as une idée? Non. Mais c'est les historiens qui ont fait ça, mais bien après, 5,5% l'an. C'est extraordinaire. C'est la meilleure décennie américaine depuis la naissance des États-Unis d'Amérique. Voilà, c'est les années 20, qui avaient abouti, comme je te le disais tout à l'heure, à un optimisme extraordinaire et qui a abouti à des excès qu'on connaît sur le marché boursier. Voilà. Et là on ne sait pas, mais simplement, il y a un retournement depuis, j'ai envie de dire, la fin de l'année dernière, grâce notamment aux technologies, les biotech, la santé, on va dire, et la numérisation de l'économie, qui là, indéniablement, a fait des progrès, que ce soit en Chine, aux États-Unis, en Europe, partout, tu le vois, avec des espoirs de transformation fondatrice d'un nouveau cycle de productivité. Voilà. Et dans la tête des investisseurs, il y a un peu ça, si tu veux. Voilà. Et je ramène ça aux excès qu'on a vus il y a ça une dizaine de jours, enfin même pas, sur le marché action américain, avec une petite vaguelette, on va dire. Une vaguelette depuis 3-4 mois d'investisseurs individuels. Voilà. Et ça, c'est un autre élément. Alors ça nous amène à ce qui est en train de se passer à la bourse et à Robinhood. Ah oui, si tu veux, on peut parler de Robinhood, absolument. Parce que l'une des caractéristiques de formation de bulles, j'ai pas dit qu'on était en bulle, hein, mais l'une des caractéristiques des formations de bulles, c'est l'afflux d'investisseurs individuels qui arrivent plutôt vers la fin et qui sont animés par un grand optimisme, des perspectives de gains immédiats évidemment, et qui en général utilisent le levier, c'est-à-dire aux États-Unis, c'est-à-dire la dette, pour dire les choses clairement, ce qu'on appelle la margin debt aux États-Unis. C'est quand tu passes un ordre chez ton broker, tu t'endettes pour acheter une action. Tu t'endettes pour acheter une action, ce qui fait que quand tu perds très très lourd. Voilà. Tu te ruines vraiment. Tu gagnes beaucoup plus si tu as gagné et tu perds beaucoup plus si tu perds. Voilà. Et en 1928-29, tu vois la margin debt exploser à la hausse. Voilà. C'est pour ça qu'après, la régulation, les autorités américaines ont régulé la margin debt. Là, ce qu'on raconte beaucoup, c'est que c'est pas de la margin debt, c'est les chèques qu'a envoyé l'administration américaine. J'ai bien vérifié, la margin net monte quand même. Hein. Donc attention. Les chèques, alors après, c'est un petit peu rigolo parce que, cette histoire est un petit peu rigolote parce que ça porte sur combien de valeurs? Des petites valeurs. Ouais. T'imagines aller... la petite valeur, elle est passée, alors j'ai plus les chiffres exacts. Oui, la petite valeur qui valait, alors je crois que c'est 200 millions de dollars de valorisation boursière, elle est passée à 10 milliards. Donc à un moment quand même, la petite valeur devient grosse. Oui, mais à l'origine, c'était une small cap. On est d'accord. T'imagines pas des investisseurs particuliers contrer des opérations de short massives sur, je sais pas moi, Apple, Amazon... ou même General Electric, si jamais il y avait un événement... J'en sais rien, non, mais non, impossible. Non, je pense pas. Ouais. Donc c'est intéressant. Attends, je le refais parce qu'il faut refaire le truc très très vite au cas où certains d'entre vous auraient été dans la jungle birmane. Donc c'est en gros un distributeur de jeux vidéo qu'on connaît d'ailleurs parce que c'est la maison mère de Micromania France qui se retrouve attaqué par ce qu'on appelle les vendeurs à découvert, attaqués sur les marchés parce que en gros les gars pensent que la boîte ne vaut plus rien. Et là effectivement, l'ensemble de la population qui aime le jeu vidéo, qui en vient en fait et qui s'est trouvé à entrer en bourse à l'occasion du confinement à travers de nouvelles applications, c'est pour ça qu'on parle de Robinhood, de eToro, nouvelles applications qui gamifient énormément l'investissement boursier, et l'ensemble de cette communauté sont des dizaines de millions de personnes se sont mis à défendre cette entreprise qui a gagné, alors je me souviens du chiffre, 1630% en bourse en quelques semaines à peine, défaisant les hedge funds et les short sellers. Voilà. Alors, oui, sauf qu'il faut dire aussi que depuis, elle a dévissé à la baisse. Alors, elle a dévissé, elle est loin de retrouver ces 200 millions de dollars. Parce qu'il y a toujours des gens qui achètent au plus haut. Mais oui. Et c'est des particuliers, selon toute vraisemblance. Mais oui. Ils ont non seulement acheté sur le cash, sur la valeur de GameStop, mais ici, ils ont acheté des options d'achat. Et lorsque ça va se déboucler, ils vont se la prendre en pleine figure, la porte de saloon. Oui. Et donc, il va y avoir des morts. Oui. Pas massivement, c'est pas systémique. C'est pour ça que je te dis que c'est un petit peu rigolo, parce que c'est pas systémique. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est l'afflux d'investisseurs individuels et qui utilisent des plateformes. Voilà, ça c'est intéressant. Parce que avec les plateformes, tu as la concertation entre les gars, qui va très vite, et l'instantanéité. Ouais. Alors c'est intéressant parce que, à mon avis, c'est pas systémique. C'est pas systémique. Les gens ont eu peur, ils ont baratiné sur la revanche de l'épargne. Ah mais j'en vois partout. C'est le nouvel Occupy Wall Street, ce que je trouve très intéressant d'ailleurs. Tu vois. C'est du pipeau. C'est du.
Mais bien sûr. C'est comme les gars du Bitcoin. Moi, je lis. Ah non, mais j'allais y venir après. Attends, mais je lis. Il y aura un avant et un après cette ils affaire. attaquent les petites boîtes. Robinhood. Ils défendent les petites boîtes. Tu Ouais. parles. Il y en a qui s'en sont foutus plein les fouilles, si tu me permets l'expression, et qui ont évidemment mis un paravent sociétal devant en disant je m'attaque aux méchants hedge funds qui gagnent trop d'argent, etc. Tout comme les élateurs du Bitcoin, qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh bien, c'est le rêve libertaire. Ouais. D'un actif qui est pas manipulable par les États, les méchants États. C'est l'or numérique, c'est le nouvel or. Alors, tu as l'or, comme ça existe depuis 5000 ans, mais en plus, tu utilises la blockchain. Alors là, c'est l'or avec la blockchain. Voilà. C'est comme le communisme, c'est les soviets plus l'électricité, comme disait Lénine. Ouais, comme disait Lénine, les soviets plus l'électricité. C'est ça, mais tu as toujours des paravents idéologiques. Et je pense qu'il y aura encore des coups sur les prochaines années, enfin les prochains mois, prochaines années, sur les thématiques ESG, à la méchante boîte là. Qui ne respectent pas les normes environnementaux, sociétaux, de gouvernance, etc. Oui, alors, on ne va pas l'attaquer. Mais alors attends, là, pour moi c'est différent. Ouais. C'est-à-dire, non, c'est tout l'enjeu de ce qui va se jouer. Mais à la limite, on en reparlera. C'est tout l'enjeu de ce qui va se jouer dans les prochains mois. C'est ce fameux mot qui sera peut-être le mot vedette de 2021, taxonomie. À partir du moment où c'est plus la méchante boîte, à partir du moment où c'est des critères très précis, qui... Très précis, Non, mais c'est en train d'être défini, en fait. C'est le travail du moment. Il y a du boulot. C'est le travail du moment. Oui, d'où des années. Enfin, Non, mais ça t'empêchera pas. Non, la thématique que nous on met en avant, qui est Mark to Planet, c'est-à-dire quand tu auras un Mark to Planet aussi précis que le Mark to Market, là tu seras plus dans l'histoire que tu décris, de on peut s'amuser à attaquer n'importe qui. Mais d'ici là, il va y avoir encore des coups. C'est ça que je veux dire. C'est tout. Après, est-ce que ça veut dire qu'une bulle? Non, parce qu'il n'y a pas tous les éléments d'une bulle comme en 29 ou comme en 2000. Parce que pour ça, il faudrait avoir une valorisation absolue plus élevée, il faut avoir une prime de risque négative. Là, aujourd'hui, avec les rendements à 1%, c'est pas le sujet, si tu veux. Et en plus, ce qu'on voit sur la bourse américaine, c'est que la hausse, qui est quand même assez extraordinaire depuis le mois de mars dernier, et surtout depuis le mois de novembre dernier, c'est qu'elle est pas restreinte à un nombre limité de valeurs. Elle est assez étendue, si tu veux. Alors qu'en 98-2000, elle était très concentrée sur la tech. Alors moi, Jean-Pierre, non mais attends, parce que je voulais t'amener sur un autre terrain, moi. Ah d'accord, pas de problème. Non mais je voulais juste dire qu'il n'y avait pas de bulle, mais il y a des petits signaux. Non, mais attends, je vais t'amener. Parce que tu es grand défenseur, et je dois dire que tu m'as convaincu sur pas mal de points, de la politique des banques centrales. Oui. Bon. Moi, pourquoi est-ce que ça m'intéresse, le circuit, l'échec du Trésor américain? La Banque centrale des États-Unis d'Amérique permet au Trésor d'émettre massivement de l'argent pour soutenir l'économie et les ménages américains. Et ces ménages américains, à un moment au bout du bout, parce que cette politique dure depuis 10 ans, ils commencent petit à petit à faire n'importe quoi avec cet argent. Et tout à coup, ton cercle vertueux, là, parce que l'humanité est ainsi faite, de toute façon, commence à devenir un peu vicieux. Voilà. J'ai pas de problème avec ça, Stéphane, parce que moi, ça fait plus de 20 ans que je dis que de toute façon, les politiques monétaires accommodantes, très accommodantes, sont une condition nécessaire à la formation de l'inflation des actifs. Parce que là, c'est bien ton hélicoptère. Ce qu'on voit aux États-Unis, c'est bien ton hélicoptère monnaie, on est d'accord. Le Trésor qui signe des chèques directs. Va pas trop vite, parce qu'on ne connaît pas la proportion des chèques qui ont été utilisés pour acheter des actions. Les chèques, ils ont été aussi utilisés. Écoute, j'ai plus le chiffre, mais parce qu'on l'a fait en tout début de semaine. En gros, les ménages gagnant entre 30 000 et 70 000 $ ont doublé leurs investissements boursiers dans la semaine qui a suivi l'émission des chèques du Trésor américain. Écoute, il faudra attendre un peu de temps. Les gens qui gagnent entre 30 000 et 70 000 $. 70 000 $, ces gens-là, ils ont besoin de bouffer, ils ont besoin quand même... Et ils ont perdu souvent leur job. Je te signale qu'aux États-Unis, quand tu perds ton job, tu perds ton assurance santé, l'indemnisation chômage, elle est ridicule. Mais c'est là où le mirage boursier tout à coup les a saisis. C'est pour ça que je te dis que ton cercle il devient un petit peu vicieux. Et pourquoi pas? Et pourquoi on ne pourrait pas s'enrichir aussi par les placements financiers et pas seulement par son travail? Parce qu'il faut savoir quand vendre. C'est tout le problème. C'est tout le problème. Et c'est la même chose avec le Bitcoin. Mais de toute façon, à la base de tout ça, il n'y a pas besoin du chèque. De toute façon, les politiques monétaires accommodantes sont la condition minimale pour avoir des bulles d'actifs. Et aujourd'hui, elles le sont fortement. Mais je considère que, vu les forces dépressives, déflationnistes qui nous arrivent, on n'a pas le choix. Ça fait des années que je te dis ça, donc on va pas... Oui, bien sûr. Non, puis on est d'accord. De toute façon, ça fait partie des risques. Et il y a d'autres moyens, autres que la politique monétaire proprement dite, de limiter la formation de bulles. Si vraiment la Réserve fédérale voit des signes annonciateurs de bulles, c'est elle qui, justement, régule la margin debt,
depuis ce qu'on appelle la régulation T aux États-Unis. Elle peut changer les margin debt, les normes de margin debt, quand elle veut. Ça veut dire quoi? Elle peut interdire aux particuliers... Elle peut dire au broker, vous n'aurez pas le droit de prêter tant le pourcentage de l'action, etc. Et puis la SEC a d'autres moyens aussi d'intervenir. La Securities Exchange and Commission a énormément de moyens d'intervenir pour limiter la spéculation. Donc il n'y a pas trop de... Je ne m'inquiète pas trop là-dessus. Mais simplement, il y a des petits signaux. Voilà, comme The Economist. Quand Elon Musk sur un tweet fait prendre 2000% à une boîte, c'est qu'il y a quelque chose qui quand même bling a brinque-ballé dans le système quand même. De micro-bulles, là, t'es en train de me parler GameStop. Ouais, voilà, c'est ça, oui, d'accord. Moi, je regarde l'indice... Toi, tu regardes les 2000 milliards d'Apple. C'est ça. Mais quand je regardais l'indice boursier en 1929, le 3 septembre 1929, le point haut du marché haussier de 21-29, là, je peux te dire qu'il y a le feu. Il y en avait partout. Voilà, le 25 mars 2000, sur les valeurs TMT, mais même un petit peu au-delà, il y avait une bulle généralisée. Moi, j'ai toujours défini 9 critères pour avoir une bulle boursière. 9. Il y en a 3 techniques et il y en a 6 fondamentaux. Oui, tu vas pas nous donner les 9. Non, je vais pas te les donner, mais il y a mais par exemple, les IPO qui se développent, tu as même les SPAC, Special Purpose Acquisition Vehicles. Non, mais c'est intéressant, parce que je sais. C'est des boîtes qui lèvent du Alors non, dire un mot, parce qu'on a des gens connus. Xavier Niel, alors, en l'occurrence là, donc il y a eu un premier SPAC qui s'est monté sur l'audiovisuel, avec Xavier Niel et l'ancien de chez Lazare, dont j'oublie le nom. On va le retrouver. Voilà, des gens connus, des gens people. Et là, il y en a un nouveau avec l'un des propriétaires de Picard pour aller faire une grosse acquisition dans la distribution. Voilà. Mais c'est rien par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Oui, non, mais c'est ça. Voilà. Donc en gros, ce sont des gens qui lèvent de l'argent, qui demandent en fait aux investisseurs de leur donner de l'argent, sans trop savoir ce qu'ils vont en faire. Voilà. Exactement. Il faut faire confiance. Si, faire des acquisitions. En général, c'est pas des mauvais gérants, ceux qui lèvent de l'argent. En général, on se renseigne quand même un petit peu, on sait. Ils ont d'accord. D'ailleurs, avec le premier, ils ont créé Media One, qui donc dans l'univers de la télévision qu'on connaît un peu, qui s'est effectivement très très bien débrouillé. Non, mais il y a d'autres critères, si tu veux. La volatilité qui monte quand le marché monte, c'est assez rare. En général, c'est... Jean-Pierre, le temps tourne et je voulais quand même avoir ta vision un peu macro. En gros, donc, course au vaccin, avec des hauts, des bas, etc. et tout. Comment est-ce que toi, tu vois les choses? C'est-à-dire, parce qu'en fait, l'idée qu'on a quand même en regardant ce qui s'est passé au printemps dernier, c'est un redémarrage très très fort à un moment. C'est-à-dire, il ne va pas falloir rater le moment où ça redémarre. Mais ça va redémarrer très fort. Au UK, aux États-Unis, au deuxième trimestre, il y aura une croissance à 2 chiffres en rythme annualisé, mais bien l'Inde, l'Inde aujourd'hui, elle redémarre très... Déjà là, aujourd'hui? Bien sûr. Elle a fait un deuxième semestre excellent, là. Et donc, c'est quoi? C'est printemps ou c'est septembre? C'est printemps. Oh, les losers. Alors, évidemment, il faut bien que l'Europe continentale, évidemment, assume son statut d'idiot du village global. Donc, il est normal qu'elle soit la dernière. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, avec Van der Leyen. Van der Leyen, elle a appliqué la politique de sa camarade Angela Merkel. Il faut faire des économies sur 1 ou 2 milliards. Comme ça, tu perds 3 mois. Alors là, et tu crois que c'est dans la négociation des prix qu'on a raté le truc? Pour être tout à fait honnête, j'ai lu un peu là-dessus, mais je ne suis pas certain que ce soit ça. Mais ça ne m'étonnerait pas du tout. Ouais, c'est ça. Que quand on a travaillé avec Angela Merkel pendant 15 ans, on a l'habitude. Et puis c'est un discours riscophobe. C'est un discours défensif. C'est le discours allemand. Il faut faire des économies. Il ne faut surtout pas trop dépenser. Parce qu'on a peur de la réaction de l'opinion publique. On a peur de ceci, on a peur de cela. Eh oui, résultat, tu vas te retrourer. T'as vu le rythme de vaccination qu'on a je parle même pas d'Israël. C'est une honte. Surtout lorsqu'on négocie le Brexit, qu'on dit qu'on a gagné, et que sur le premier acte politique qui va différencier les zones, j'avoue que c'est la campagne de vaccination. Et Boris, qu'est-ce qu'il fait, Boris? C'est parfait pour lui. C'est parfait pour le Parti conservateur. C'est parfait pour les eurosceptiques au Royaume-Uni, ce qui se passe actuellement. En fait, ça a émergé récemment, effectivement, cette histoire de prix. Je me disais à un moment, si c'est de la logistique, machin, ok, t'y es pour rien. Non, si effectivement l'idée que on a tellement négocié, on a tellement gratté dans tous les sens que les gars nous serviront les derniers, là, effectivement, c'est un sujet vachement intéressant. Oui, mais très symbolique. Et c'est la gouvernance allemande. Ouais, voilà. Enfin, réduire les déficits. On n'est pas beaucoup mieux. Non, mais la gouvernance allemande européenne avec Van der Leyen. Mais c'est toujours comme ça. Et c'est assez terrible parce que quand je regardais un peu l'ensemble de cette crise, et tu te dis quand même, à un moment, on va pouvoir dire... Les amis, l'Europe, là, que vous brocardez, c'est quand même une banque centrale européenne qui nous a permis de passer ce choc, sans trop de dégâts. Donc voilà, c'est ça l'Europe. Oui. Sauf que tout ce que retiendront les gens,
c'est une commission qui a été incapable de gérer l'affaire. Et même sur le plan de relance, c'est lent. Enfin, tu vois, le plan de relance de 750 milliards qu'on a décidé au mois de juillet dernier, bon, on le voit pas vraiment. Puis c'est pas transparent. Enfin, tu vois, on est en train de pinailler là sur les campagnes de vaccination. Il n'y a pas du tout de problème de logistique. Ceci étant, pour être quand même pas trop négatif, je pense que compte tenu du news flow des derniers jours avec AstraZeneca, avec Pfizer, BioNTech et avec Johnson & Johnson, je pense que quand même, ça n'empêchera pas le rebond de la zone euro, mais il sera moins fort qu'au Royaume-Uni, par exemple. Et Sputnik. Et Sputnik, C'est le... mais tu vois, c'est le truc ultime. Tu vois, je te disais souvent que Trump nous avait rendu service. Il nous a secoués. Ben, la crise sanitaire nous a secoués aussi, nous, Français. Les Français s'aperçoivent du déclin. Ils s'aperçoivent du déclassement technologique de la France, qui est l'une des composantes du déclin, pour la première fois, je crois. Bon, ben voilà, comme à chaque fois, on termine plein de joie, de bonheur, d'enthousiasme. Mais voilà, oui, voilà. Il faut finir là-dessus, la une de The Economist. Merci Jean-Pierre. Absolument. À bientôt. Jean-Pierre Petit était notre invité sur Bismart. Et on va boire un coup d'ailleurs là pour se consoler un peu. Oui, je veux bien moi.